Soyons fous, soyons whiz, bienvenue dans 120%, tout de suite le sommaire. Nous commencerons par un formidable reportage qui s'appelle le Global Game Jam. On en discutera un tout petit peu plus tard, suivi d'une carte blanche dans Temps perdu. On ne sait absolument pas qui va nous présenter ça, mais en tout cas c'est la carte blanche. On verra donc tout ça tout à l'heure. Et on finit par le Retro and Magic du mardi, qui est sacro-saint et extraordinaire. Donc tout de suite les news, bam, whiz même. Après avoir annoncé son départ de Konami chez qui il travaillait depuis 1993, Yamaoka Akira a maintenant officialisé sa collaboration avec le studio Grasshopper Manufacture, dirigé par Suda Goichi, à qui on doit entre autres Killer 7 et No More Heroes. Rappelons que Monsieur Yamaoka est surtout connu pour les musiques de Silent Hill, une série qu'il a également produite à partir du 3e épisode. Il a aussi composé pour No Life les thèmes de 101% ainsi que les jingles entre les rubriques. Précisons enfin que sa collaboration avec Grasshopper ne sera pas exclusive. En effet, à la manière de Uematsu Nobuo, il travaillera désormais en indépendant, un statut qui lui permettra de continuer à travailler sur la série Silent Hill en parallèle de ses nouvelles activités. Les fans français de Disgaea sont aux anges avec la sortie du 2e épisode sur PSP, mais leur bonheur risque d'être vite remplacé par de l'inquiétude quand on voit les derniers chiffres sur la santé économique de l'éditeur Nipponichi Software. En effet, celui-ci vient d'annoncer une baisse de 97,5% de ses bénéfices au cours des 9 premiers mois de son année financière, malgré la sortie d'une demi-douzaine de titres. On espère que l'entreprise saura vite remonter la pente avec leur prochain jeu, car la valeur de leurs titres en bourse vient également de s'écrouler. En ce début de mois de février, Sega s'est fendu de 2 bandes annonces. On commence avec du léger et le trailer d'Iron Man 2. Si le film sorti au mois d'avril 2008 était une franche réussite à tous les niveaux, on ne peut pas en dire autant de l'adaptation vidéoludique absolument médiocre qui en avait découlé. Pour Iron Man 2, qui sortira une nouvelle fois au même moment que l'œuvre cinématographique dont il s'inspire, Sega a décidé de faire confiance au studio qui avait déjà officié sur le premier épisode. Malgré un premier échec, Secret Level Games aura donc droit à une deuxième chance. Sauront-ils la saisir? Réponse au mois d'avril prochain. Iron Man 2, the video game. On continue avec le deuxième trailer en provenance de chez Sega. Celui-ci dévoile l'existence de Sonic the Hedgehog 4, qui marque le retour de la série à un style classique en 2D vu de profil. Attention, la petite subtilité, c'est que le jeu sera découpé en plusieurs parties, chacune d'entre elles étant vendue séparément et uniquement sur les plateformes de téléchargement des différentes consoles. L'épisode 1 sera ainsi disponible au cours de l'été sur le Live, le PSN et le WiiWare. C'était les news à la Benoît. Hop, parce que j'ai vu qu'il s'était moqué de moi la semaine précédente. Enfin, il m'a dit ça au tournage. C'était les news et tout de suite, un reportage. Bam, Global Game Jam. Alors, le saviez-vous, c'est Non, en fait, si, grosso modo, si t'es étudiant en informatique, tu peux faire un jeu, t'as 48 heures. Là, on t'enferme dans un endroit, partout dans le monde. Enfermement, 48 heures pour faire le jeu. La seule règle, c'est que tu puisses y jouer sur Internet, donc pas de downloading ou quoi que ce soit, et c'est parti. Et sachez que pour la petite anecdote, No Life a émis des moyens mais incommensurables, super impressionnants, parce qu'on a eu 3 jours de tournage. C'est une chose très rarissime sur No Life, car pour nous, les pauvres, 3 jours de tournage, c'est quand même beaucoup d'argent. Pour le Global Game Jam 2010, le thème principal est Deception. Il y a un thème supplémentaire pour Paris, séduction.
Et là, vous devez choisir, donc intégrer dans votre jeu, au choix, un des 3 mots suivants. Key, monkey ou donkey. Donc clé, singe ou âne. Étudiants, professionnels, amateurs, en tout plus de 4200 personnes dans 39 pays et plus de 140 villes se sont prêtées à l'expérience Global Game Jam 2010 du vendredi 29 janvier au dimanche 31 janvier. Nous avons suivi durant ce week-end l'entité parisienne qui réunissait une petite quarantaine de personnes, toutes décidées à répondre à un même défi, celui de produire un jeu en 48 heures. La Global Game Jam a été créée en 2008 par Susan Gold, Gom Lay et Ian Schreiber, 3 membres de l'IGDA, l'International Game Developers Association. La première s'est tenue fin janvier 2009 et a réuni 1600 participants dans 23 pays pour générer en 48 heures donc la production de 370 jeux. Cette année, près de 900 jeux seront développés. Pour cadrer un minimum les élans créatifs des participants, un thème était donné, le même pour tous les pays, avec une contrainte spécifique pour chaque fuseau horaire. Alors la thématique de la soirée donc c'est Deception, avec Olivier Lejet qui a dû ajouter aussi Seduction, donc spécial Paris. Et en plus on a des mots-clés par pays. Et nous, nos mots-clés c'était Key, Donkey et Monkey, donc singe, âne et clé. Le cadre de cette Global Game Jam 2010 est donné par Olivier Lejade, qui coordonne l'événement pour la France et Paris en particulier. Alors, le thème global, le thème général du commun à tout le monde sur le Game Jam, c'est Deception, effectivement. Au sens anglais du terme, ce qui veut dire tromperie. Feinte, tromperie. Et j'ai rajouté Seduction sur Paris parce que Deception, ça me semblait un petit peu froid, d'abord. Et deuxièmement, j'avais peur qu'on se retrouve uniquement avec des jeux de confrontation, des jeux à information cachée et confrontation. Donc je voulais quelque chose d'un peu plus chaud et je me suis dit bon ben voilà, Séduction ça va contrebalancer un peu le côté Deception. Puis j'avais dans ma tête, moi j'avais des visions de soap opéra, voilà. Mais apparemment c'est pas sur ça qu'ils partent, mais ça me va bien aussi. Et contrairement à ce que l'on pourrait supposer, il ne s'agit pas d'un concours et il n'y a rien à gagner, sinon de l'expérience. C'est vraiment un événement collaboratif et c'est fait pour le plaisir de créer. Il s'avère qu'à la fin, on tend à voir remonter les meilleurs jeux à la surface parce que les gens y jouent, ils disent ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Mais il n'y a pas une évaluation formelle avec des prix qui sont attribués aux différents projets. Non, il n'y a pas de jury. Alors, il y a certains jams locaux qui font ça, mais c'est plus dans un esprit bon enfant. C'est surtout les gros jams, et c'est pour arriver comme nous ici, on est un relativement petit jam, et donc on peut faire des présentations de tous les projets, ce qu'on va faire à la fin. Alors que dans les très gros, quand ils sont 260 comme au Nordic Game Jam qui est plus gros, ils peuvent pas montrer tous les projets un par un. Donc ils font une espèce de présélection pour montrer uniquement ceux qui sont les plus amusants, les plus intéressants. Voilà. Une fois le thème et les contraintes données, à 17h, tous les participants parisiens sont partis cogiter, chacun de leur côté, afin de pondre rapidement un petit concept à présenter à l'ensemble des jammers. J'ai pu avoir ça va changer. C'est la réponse, c'est la combinaison qui permet de sortir. C'est-à-dire qu'après, elle a une aire d'effet qui ne bouge pas, mais dès que je m'approche de son aire d'effet, hop, elle va bouger. Munch. Une demi-heure plus tard, les présentations commencent. Les idées sont accueillies dans la bonne humeur et les rires fusent. Certaines sont embryonnaires et développent un contexte plus qu'un concept. C'est l'histoire d'un mouton qui veut poursuivre sa belle en montant sur une tour Eiffel. Il y en a qui sont neutres. Et en fonction du déguisement qu'on a, on peut passer ou pas en fonction des animaux qui vont nous attaquer. Le but c'est qu'on est un prince charmant et il y a une infinité de princesses. Le but... Une fois tout le monde au parfum, les équipes se constituent de manière dynamique. Le process de formation des équipes, c'est un process assez organique en fait. J'ai commencé par demander à tout le monde de brainstormer chacun dans leur coin ou en tout petit groupe de 2 personnes. Et ensuite de pitcher très vite leurs idées, vraiment un embryon d'idées en somme, à tous les autres. Ils avaient 45 secondes pour le faire. Et après, je les ai laissés négocier entre eux pendant un certain laps de temps, commencer à essayer de former organiquement des groupes. Alors ça se fait en fonction d'affinités personnelles, d'intérêt pour le thème d'un projet ou un autre. C'est assez flou à ce stade, mais les groupes tendent à se former. L'an dernier, on avait utilisé un processus qui était beaucoup plus différent parce qu'on était moins nombreux, donc on pouvait se permettre d'avoir quelque chose de plus structuré. Là, quand on est 40, il faut que ça traîne pas trop parce que quand même le sujet c'est de développer et pas de perdre 10 ans à négocier les projets.
Les projets sont donc arrêtés le vendredi soir et tout le monde se met à bosser. On les retrouvera le lendemain dans l'après-midi. Sur Paris, cet événement se déroulait à l'Isard Digital, une école située à proximité de la Bastille, qui forme ses élèves dans divers domaines comme le cinéma d'animation en 3D et le jeu vidéo, game design et programmation. Le jeu vidéo est un petit milieu et moi j'ai beaucoup d'amis puisque moi-même je suis issu de ce milieu-là un petit peu. Et en fait Olivier, on s'était retrouvés à la GDC et du coup on s'est dit que ce serait bien de le faire ensemble. Et on en a parlé à Suzanne Gold qui est la grande Manitou, on va dire, celle qui dirige cette opération, donc la Global Game Jam, qui en fait c'est pas une opération, c'est le Woodstock du jeu vidéo, on va dire. Et c'est surtout cet esprit-là auquel nous, on était vraiment partants, Olivier et moi, parce que, enfin moi déjà en tant qu'école, ce que j'aime c'est l'échange, parce que normal, voilà. C'est aussi les rencontres de différents milieux, et ça, c'est vrai que la Global Game Jam, c'est physiquement des rencontres de milieux professionnels, d'étudiants et de gens qui sont simplement passionnés par le jeu vidéo et qui veulent toucher du doigt le feu sacré de la création d'un jeu vidéo. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que moi j'ai dit à Olivier, écoute, faisons-le chez nous, moi j'ouvre toutes les salles, je reconfigure les cours, on se débrouille, mais on le fait, quoi, voilà. Je crois que c'est bien parti, en tout cas moi j'ai vu l'ambiance qu'il y avait, je suis trop heureux de voir que finalement cet événement c'est carrément le prolongement de ce que je pensais de ce qui allait se produire. Cette énergie positive, cet engouement de se découvrir, de se dire bon, avec qui je vais travailler, on va apprendre à se connaître et du coup c'est génial. Samedi 30 janvier, 15h. Nous retournons à l'Isard pour découvrir que certains projets ont déjà bien avancé. Les équipes se sont constituées et en tout 7 projets sont en cours de production. On sent qu'il y a des projets qui sont en bonne voie, qui ont leur core gameplay qui tourne, qui savent ce qu'ils veulent faire. Il y a des projets où c'est plus difficile, mais j'aurai encore du mal à dire à la fin qui va s'en sortir et qui va se scratcher. On va savoir ça bientôt. La plupart sont en 2D, mais quelques équipes ont pris le risque de choisir de développer leur projet en 3D. Les équipes sont de taille variable et la concentration est de mise. Nous nous faisons discrets tout en restant curieux. Donc le projet sur lequel je suis parti, avec Guillaume aussi, de Swing Swing, c'est un projet qui s'appelle Paris by Night. Pour l'instant, il a ce nom-là. En gros, c'est un jeu qui se passe dans une boîte de nuit, voilà, ambiance boîte de nuit, et ça parle en fait de la non-communication dans les boîtes de nuit. On peut très difficilement discuter, draguer en fait. On a 5 minutes pour draguer avant la fermeture de la boîte de nuit et on peut discuter avec les gens mais seulement à travers les sons, et vu que le son de la boîte est très très fort, on n'entend rien du tout, donc on n'arrive pas à faire correctement la combinaison de touches pour draguer, voilà. Et oui, il y a des échanges entre les équipes. Voilà, quand il y a besoin d'aide comme il y a très peu de sound designers, il y a les sound designers qui vont d'une équipe à une autre, voilà, qui aident à trouver un petit son par-ci par-là. Et puis ensuite c'est aussi des aides techniques, parce que tout simplement quand on est bloqué, surtout pour un programmeur, quand il est bloqué, il va pas s'acharner sur le problème. Il vaut mieux demander à quelqu'un, et vu que les gens se connaissaient déjà un petit peu, soit par rapport à la précédente Global Game Jam, soit tout simplement parce qu'ils ont fait connaissance à l'occasion de cette Global Game Jam là, voilà, ils parlent et puis tout se passe bien. Il n'y a pas eu encore de coup d'éclat. Dimanche 31 janvier, 15h. L'heure tourne et Olivier Lejade speed tout le monde pour que les équipes commencent à uploader leur projet. C'est fini! C'est fini, on upload! On upload! Nous retrouvons William plutôt en forme, ce qui n'est pas vraiment le cas de Guillaume, le programmeur qui avait décidé de ne pas dormir. Erreur. Moi j'ai dormi un petit peu, 2 heures sur mon bureau, pas dans la salle prévue à cet effet parce qu'il y avait trop de monde et puis ça ronflait, je crois. Donc voilà. Et puis j'ai dormi, il y en a qui n'ont pas dormi par contre. Ouais, Guillaume n'a pas du tout dormi et il n'a pas envie de s'arrêter et j'aimerais bien qu'il s'arrête, mais bon.
Donc c'est 2 nuits sans sommeil pour ceux qui veulent. En réalité, il faut gérer un peu le sommeil aussi. C'est-à-dire que, et particulièrement pour les programmeurs, s'ils essaient de coder non-stop 48 heures, il y a des chances qu'à la fin le code soit très problématique. Donc c'est bien qu'ils essaient de dormir 3-4 heures par nuit au moins, histoire de récupérer un petit peu. À 17h, tout le monde doit avoir terminé et prendre un peu de temps pour présenter son jeu. On vient tous d'uploader le projet et on va faire des petites présentations parce qu'en fait les équipes ont pu discuter entre elles pour des raisons techniques voilà, pour avoir des aides, mais toutes les équipes ne sont pas au courant des projets des autres et donc on va tous découvrir ce que chacun a fait de son côté pendant ces dernières 48 heures. Allez, il est temps maintenant de découvrir les 7 projets conçus durant ces 48 heures. Tous ont été terminés dans les temps, même si certaines équipes rencontreront quelques soucis durant leur présentation. Mais le résultat de ces 2 jours de travail intensif à payer, et buggé ou non, les jeux sont tous amusants. Kawaii Maximum Overkill, réalisé en 3D, vous propose de diriger la mort, déguisée en petite boule rose. Celle-ci doit s'approcher sans se faire toucher par les kawaii, qui tenteront de se jeter sur elle pour lui faire des bisous. Ces derniers, remplissant la jauge de vie de la mort, s'avèrent fatales. Il faut donc attirer les kawaii sans se faire toucher, mais aussi rester à une distance suffisante pour ne pas les perdre. Une vraie réussite. Give Me Your Skin vous met dans la peau d'une petite ninja capable de prendre l'apparence des animaux qui gardent l'accès au château où se trouve planqué son beau prince. Elle devra séduire les gardes pour prendre leur apparence, tout en faisant attention de ne pas porter un costume susceptible de lui attirer des ennuis. Les animaux étant scindés en clans et ne se supportant pas entre eux. Un concept sympa. Parisian Moonship est un ambitieux projet multijoueur se jouant à l'aide de 4 manettes Xbox. Chaque joueur dirige une petite boule qu'il propulse à l'aide du stick droit dans de superbes décors afin de récolter des étoiles tout en évitant de tomber dans le vide. Un jeu malheureusement assez buggé, réalisé sous Xena. Avec V3D, vous incarnez un faux prince paumé au milieu d'une flopée de vrais princes prétendants à la main de la princesse Moonki. Pour séduire la belle, ils sont obligés de danser, la princesse éliminant un à un les princes ne respectant pas sa choré. À vous de suivre le rythme et de découvrir le seul prince qui danse correctement afin de l'imiter. Très marrant. Shifun Nani Sausage est un titre orienté duel façon pierre-papier-ciseaux. Le premier joueur incarne une grand-mère essayant de mener son âne à l'abattoir, tandis que le second joueur incarne l'âne, qui tente d'échapper à son destin et éventuellement de renverser la situation. Bon, il faut avouer que l'équipe aurait gagné à convaincre un graphiste de participer à l'aventure. Princess Kun Kun Pécho Pécho est sans doute l'un des jeux les plus réussis et les plus amusants créés durant ces 2 jours. Le joueur dirige un petit Casanova en 3D qui tente d'emballer toutes les princesses tournant sur elles-mêmes sur la piste de danse. Mais une fois amoureuses, les princesses sont du genre revanchardes et chargeront le séducteur, après s'être transformé en âne, si elle le chope en train d'embrasser une concurrente. Le projet de Guillaume et William, les créateurs de l'excellent Tupertariotros, chroniqué dans l'émission Temps Perdu, diffusée tous les mardis sur No Life, s'appelle donc Meet Me at the Banana Disco. Ils ont été aidés de Alexis Bochu et Mathieu Morizet pour réaliser en Flash un excellent petit jeu de drague aveugle. Vous dirigez en effet un petit bonhomme en pixels qui tente de choper des numéros de téléphone dans une boîte de nuit. Mais comme la musique est assourdissante, il n'entend rien et doit communiquer en reproduisant les sons émis par ses conquêtes potentielles. Et comme la boîte de nuit est plongée dans l'obscurité, il devra attendre de sortir du nightclub pour découvrir qui il a emballé. Excellent. Un grand bravo à tout le monde, et pour tous ceux qui souhaitent essayer ces jeux, rendez-vous sur le site de la Global Game Jam, où vous pourrez les télécharger à l'adresse suivante en sélectionnant le Jamsite Paris. Tout de suite, temps perdu avec une carte blanche d'un inconnu. On ne sait pas quelle surprise nous a réservé l'ami Nicolas Robin pour ce nouveau temps perdu. Mais sachez qu'à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, a lieu au Forum des Images à Paris une carte blanche aussi d'un réalisateur japonais d'animation qui s'appelle Monsieur Katsubushi Sunao. Hein, oui, parce que c'est No Life et moi j'ai un peu de mal avec les prononciations japonaises, mais c'est pas très grave. Et donc ce monsieur qui a œuvré entre autres sur les scénarios de Sherlock Holmes avec Miyazaki, etc., nous présente ses œuvres et sa carte blanche là, tout de suite, au Forum des Images. Alors, il y a une partie à 21h où il va présenter ses œuvres. Donc, si vous dépêchez... Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. C'est maintenant, mais il faut habiter Paris aussi. Hein. Donc, pour 21h, il y a ce truc-là, ça peut être sympa, mais tout de suite, on regarde Temps perdu, et après, on reparle de cet homme et de son travail et tout ça, tout ça. Voilà.
Manger, c'est bien. J'ai faim. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Perdu. Je n'ai jamais été un super fan de Mario. D'abord parce que je n'aime pas les moustaches, mais aussi et surtout parce qu'il y a des trous. Et quand il y a des trous, bah c'est bien connu, on tombe dedans. À Tetris, je n'ai jamais été super fort non plus. J'ai beau imbriquer les trucs pour faire des tours, comme c'est demandé, mais ça me marque toujours game over. Alors quand Swing Swing Submarine a la bonne idée de sortir sur le web Tuper Tario Tross, forcément, je préfère qu'ils vous en parlent eux-mêmes, directement. Et puis, tant qu'à faire, allez-y les gars, c'est carte blanche. L'idée, c'était d'abord, Guillaume avait envie de créer un Tetris, parce qu'il n'avait jamais programmé de Tetris, et en tant que programmeur, bah, c'est la honte, quoi. L'idée est venue quand on a joué à Lucidity, donc c'est un jeu sur Xbox Live, donc il y a une patte assez indie en fait, et on avait lu que c'était un Tetris platformer quelque part, je sais plus. Donc on s'était fait plein d'idées là-dessus, puis qu'on a commencé à jouer, on était, enfin moi en tout cas j'étais un peu déçu par la manière dont ça avait été traité. Donc le joueur avançait tout seul et on posait un peu des pièces n'importe où devant lui et puis ça se passait plus ou moins bien, enfin plutôt bien que mal. Et du coup après ça, je me suis dit que ce serait sympa de faire un vrai Tetris platformer, donc avec le vrai Tetris et puis de la plateforme. Et donc après on a réfléchi à un peu comment intégrer la plateforme dans ce Tetris-là qui existait. Donc William a eu la brillante idée d'utiliser Mario, parce que Mario peut interagir avec les blocs qu'on vient de poser avec Tetris. Donc ça fait une boucle qui est bouclée, quoi. Juste avec la touche espace, on switch entre le monde de Mario et le monde de Tetris, si je puis dire. Et donc on peut construire des chemins pour Mario dans le monde de Tetris, et ensuite revenir au monde de Mario pour faire marcher Mario et casser des briques, puisque, comme l'a dit Guillaume, les pièces de Tetris sont faites avec des briques, et dans Mario, on passe quasiment tout notre temps à casser des briques avec sa tête. Donc c'était parfait en fait pour lier les deux jeux. Donc on crée des chemins avec Tetris et on crée d'autres chemins avec Mario, mais en utilisant sa tête. Et on fait des lignes, oui, avec Tetris. Et des Tetris. Alors on a mis le jeu sur Newgrounds, qui est un portail très connu de jeux Flash, où on peut mettre son jeu à disposition. L'accueil il a été très rapide, et puis surtout bon, puisque Mario et Tetris c'est vraiment fédérateur pour un jeu, donc tout de suite ça fait un peu le buzz, même si c'était pas le but à l'origine. Et puis en fait on nous a fait rapidement des retours positifs, mais aussi négatifs, comme par exemple le scrolling trop lent. Donc on a modifié le jeu et on a mis en ligne une nouvelle version qui permettait, où le joueur pouvait accélérer le scrolling par lui-même. Le jeu a été chroniqué dans pas mal de magazines web, donc sur écran.fr, sur gameblog.fr aussi, sur Kotaku, oui, à l'international aussi, sur Indie Games, et puis voilà, même sur le Wall Street Journal. Attention. On est presque à 800 ou 900 000 personnes qui ont joué au jeu, donc on ne pouvait pas espérer mieux. Les meilleurs joueurs, c'est les joueurs japonais, et après je crois qu'il y a quelques Coréens, mais alors je sais pas comment ils ont fait, parce que nous-mêmes on n'arrive pas à faire des scores pareils, donc ils ont dû trouver soit une faille, soit ils sont très très forts à Tetris. Mon premier jeu, ça va être TBA. TBA, c'est un jeu fait par John Cooney, un développeur assez connu dans le monde du jeu Flash, aujourd'hui il travaille pour Armor Games. Et TBA, en fait, j'ai découvert il y a quelques années, et c'est ce qui m'a fait dire qu'on pouvait créer un jeu avec un seul bouton. Tout ce qu'on fait, c'est passer d'un endroit à un autre en appuyant sur un bouton. En fait, les endroits sont parfois mouvants. Et tout est une question de rythme. D'ailleurs, la musique qui accompagne le jeu est vraiment prenante. Bon, c'est un peu techno, c'est très jeu vidéo, mais du coup, on est vraiment dans l'ambiance du chronomètre, quoi. Il faut jouer en rythme, et avec un seul bouton, j'ai trouvé ça juste magnifique. Dans
dans les autres jeux, même de John Cooney, il y a Elephant Rave, qui est un autre jeu où la musique est très importante, où on joue simplement un éléphant, et ce petit éléphant doit, sur une musique super techno hard, je ne saurais dire le style, mais doit en 1 minute, je dirais, survivre à des barres qui arrivent de tous les côtés, et moi c'est encore un de mes préférés. De toute façon, tous les jeux où il y a de la musique et où c'est très très rythmé, j'aime beaucoup. Pour moi, il y a Today I Die. Donc c'est un jeu très simple, très court, qui met en scène un personnage en train de mourir, et tout ce qu'on peut faire, c'est échanger des mots dans la phrase qui est affichée à l'écran. Et on fait changer de décor et on interagit après avec le décor. Donc pour arriver à la conclusion du jeu. C'est un peu un jeu émotionnellement dans la lignée de Blueberry Garden. Donc un jeu aussi qui m'a tiré une larme, on va dire. Donc je suis un peu sentimental sur ce jeu, quoi. Donc c'est un peu le genre de jeu qu'on voit pas très souvent et qui arrive en pas longtemps à créer des fortes émotions, quoi. Donc Continuity, en fait, on joue un personnage qui atterrit un peu dans un puzzle, on va dire. Donc un puzzle de 9 cases par 9 cases. Et donc le joueur a la possibilité de swapper ses cases. Et en swappant ses cases, il agence les salles à sa convenance pour faire traverser le joueur pour aller chercher une clé et aller à une porte. Donc c'est un concept très simple devient vite très addictif. Donc on ressent un peu les sensations qu'on a eues avec Portal, par exemple. On a un peu ce jeu sur la gravité ou des choses comme ça. Donc sans être non plus du portail, c'est un jeu qui fait réfléchir. V, c'est écrit avec 6 V à la suite. C'est un jeu qui a été fait par Terry Cavanagh, qui avait aussi créé Don't Look Back en jeu flash. C'est son premier jeu payant et c'est un jeu de plateforme en fait où on ne peut pas sauter et où la touche espace, encore une fois c'est à peu près la seule touche du jeu, permet de changer la gravité des niveaux. Donc si le personnage est sur le sol et qu'on appuie sur espace, quelques secondes plus tard il se retrouvera la tête en bas sur le plafond et juste avec cette mécanique de gameplay simple, il en fait tout un jeu qui dure 3 heures environ et dont la musique aussi est très bonne. Le look est très rétro, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais vraiment c'est des graphismes en fait un peu Commodore 64. Mais c'est pour moi un jeu vraiment que j'attendais beaucoup depuis Don't Look Back et dont je recommande à tout le monde de jouer en démo sur Congregate ou sur Newgrounds et ensuite d'acheter $15, c'est pas bien cher pour un travail fait par une seule personne sur plusieurs mois. C'est vraiment un très très bon jeu. Et surtout n'oubliez pas, pour gagner plus, jouez plus. Ah non, ça va pas du tout ça. Regardez et écoutez. Pour gagner plus, non, c'est et moi qui ai dit surtout, jouer plus. n'oubliez pas, pour gagner plus, jouez plus. Et prenez-en de la graine. Donc je suis en compagnie de seulement les extras parisiens. Je suppose que tous les autres sont partis d'ores et déjà pour le Forum des images. Je vous félicite si vous avez eu j'en sais rien moi, si vous avez eu cette idée de partir maintenant et de prendre le métro, ou le taxi, ou le bus, ou la trottinette, ou vos pieds, ou enfin comme vous voulez. Bon, en tout cas, ce monsieur donc sort son film My My Miracle en DVD chez Kazé prochainement. Et en parlant de DVD, il a fait un film précédent qui s'appelle Princesse à rater. Oui, tout à fait. Et donc, il a la particularité, ce film, de jamais être sorti en DVD. Du moins, c'était le vœu pieux de notre ami le réalisateur. Mais sachez qu'il n'a pas tenu parole car il est sorti en DVD au Japon. Mais en France, on l'a dans le fion. Donc voilà, donc la seule manière de voir ce film-là, c'est de faire des choses pas très légales. Voilà. Et tout de suite, on va parler de Dune dans Rétro Magique. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que c'est les ricains avec le sable et voilà. Publié en 1965, le roman Dune de Frank Herbert est devenu l'un des romans de science-fiction les plus lus et appréciés dans le monde entier. Adapté en film en 1984 par David Lynch, l'univers de Dune a également été le théâtre de plusieurs jeux vidéo entrés dans la légende.
L'histoire du jeu vidéo Dune commence avec la fondation du label Exos au sein du studio français Air Informatique. Après le rachat d'Air par Infogrames, plusieurs membres clés d'Exos, dont son fondateur Philippe Ulrich, quittent le studio. L'équipe prend le nom Cryo Interactive. À la même période, en 1989, l'éditeur Virgin Games acquiert la licence Dune et recherche une équipe pour développer un jeu basé sur l'univers de Frank Herbert. Impressionné par les précédents jeux d'Exos, et plus particulièrement l'Arche du Capitaine Blood, Virgin confie la licence à l'équipe d'Ulrich. Il n'y a qu'un petit souci, suite à un problème de communication interne, l'éditeur américain a également commandé un jeu Dune à un autre développeur, Westwood Studios. Comme rien n'a été signé avec Cryo, Virgin demande à l'équipe française d'arrêter de travailler sur son jeu. Mais l'équipe de Cryo étant constituée de gros fans de science-fiction, elle refuse de lâcher le morceau et continue de travailler sur le jeu en secret. Une persévérance qui finit par payer. L'équipe parviendra en 1992 à convaincre Virgin de publier le jeu, ce qui permettra à Cryo de faire ses débuts en tant que véritable entreprise. Comme Capitaine Blood, Dune sera un jeu bien étrange, au gameplay hybride entre aventure, gestion et stratégie. Reprenant les visuels du film de Lynch, Dune place le joueur dans la peau de Paul Atreides, le fils du duc Leto Atreides. La maison Atreides a été envoyée par l'empereur sur la planète désertique Arrakis pour moissonner l'épice, la substance la plus précieuse de l'univers. Arrakis est déjà sous le contrôle de la maison Harkonnen, les ennemis jurés des Atreides. Pour triompher des Harkonnen et accomplir les objectifs fixés par l'empereur, Paul devra sympathiser avec les habitants d'Arrakis, les mystérieux Fremen. Paul ne se doute pas encore que son destin est en marche, un destin qui bouleversera l'ordre établi de l'univers. Dune est un jeu magnifique, dont la beauté et la richesse surprennent encore aujourd'hui. Voyageant à travers les sables d'Arrakis à bord des ornithoptères des Atreides, le joueur devra interagir avec de nombreux personnages étranges, gérer le travail de ses ouvriers et diriger ses soldats dans la lutte contre les monstrueux Harkonnen, mais aussi prendre en considération l'écosystème de la planète Arrakis. Il faut également signaler l'excellente bande-son du jeu, composée par Stefan Pick et Philippe Ulrich. Envoûtante et hypnotique, elle transporte littéralement le joueur dans les sables brûlants d'Arrakis aux nombreux secrets. Cette bande originale est sortie en CD sous le nom Dune Spice Opera et a grandement contribué à faire du Dune de Cryo le plus immersif des jeux inspirés de l'œuvre de Frank Herbert. Sans oublier le détail qui tue, la possibilité de mettre les sous-titres du jeu en Fremen. Ça ne sert à rien, mais c'est le genre de petite touche qui fait toute la différence. We must mine the spice as soon as possible. Nous avons évoqué un peu plus tôt le cafouillage de Virgin, à cause duquel, ou peut-être plutôt grâce auquel, deux jeux différents basés sur Dune se retrouvèrent sur les étals des magasins en 1992. Celui de Westwood sera baptisé Dune 2, pour éviter la confusion. Mais il n'y a en fait aucun rapport entre les deux jeux du point de vue du gameplay. On dit souvent que Dune 2 a été le premier jeu de stratégie en temps réel, mais ce n'est pas la vérité. Le premier RTS est un jeu nommé The Ancient Art of War, publié en 1984. D'autres précurseurs incluent un précédent jeu Westwood basé sur l'univers Battletech, The Crescent Hawk's Revenge, ou encore le jeu Mega Drive Herzog's Spy. Cette vérité étant rétablie, il faut admettre que Dune 2 a instauré de nombreux codes du RTS que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les jeux du genre. Dune 2 n'est pas franchement respectueux de l'univers d'Herbert, qui sert surtout de prétexte à l'affrontement militaire entre trois factions, les Atreides, les Harkonnen et les Ordos. La maison Ordos. Ces derniers sont d'ailleurs une pure invention de Westwood pour le jeu. Le joueur doit établir sa base sur les plateaux rocheux et moissonner les pistes pour recevoir des crédits qui lui permettront de construire de nouveaux bâtiments et recruter des troupes. Il faudra ensuite traverser le désert pour détruire la base adverse en faisant attention au terrible ver des sables qui hantent les dunes. Dune 2 a été le prototype de la série emblématique de Westwood, Command & Conquer. En 1998, Westwood décide de produire un remake de Dune 2, remis au goût du jour en utilisant le moteur de Command & Conquer Alerte Rouge. Le scénario tente de coller davantage à l'univers de Frank Herbert, grâce notamment à de nombreuses scènes cinématiques utilisant des acteurs filmés sur fond vert, parmi lesquels on retrouve John Rhys-Davies. Toutefois, le scénario de Dune 2000 n'a aucun rapport avec la trame des romans. Dune 2000 est une réactualisation plaisante de Dune 2, mais ne propose pas de bouleversement par rapport au gameplay de ce dernier. D'un autre côté, c'est un peu le principe d'un remake. Cela n'empêchera pas certains de lui reprocher le côté suranné de ses mécaniques de jeu, notamment son intelligence artificielle limitée.
Quoi qu'il en soit, Dune 2000 permettra à Westwood de rappeler la licence Dune au bon souvenir des joueurs, préparant la sortie d'un titre plus ambitieux, Empereur. La guerre commence. Chacune des... Empereur, la bataille pour Dune est la suite directe de l'intrigue développée dans Dune 2000 et propose à nouveau aux joueurs de lutter pour le contrôle d'Arrakis aux côtés des Atréides, des Harkonnen et des Ordos. Le scénario du jeu est une fois de plus raconté par des scènes cinématiques mettant en scène de vrais acteurs, notamment Michael Dorn qui interprétait le Klingon Worf dans la saga Star Trek. Le gameplay du jeu reste dans la lignée des précédents jeux Dune de Westwood et de la série Command & Conquer. Il n'y a donc pas de révolution de ce côté-là. La principale nouveauté de gameplay du jeu vient de l'existence de factions indépendantes, comme les Fremen, les Sardaukar ou encore la Guilde Spatiale. Ces factions neutres pourront être les alliés ou ennemis du joueur selon les choix effectués par celui-ci au cours de la campagne. Empereur est également le premier jeu de stratégie de Westwood réalisé en 3D temps réel. Les vers des sables y sont donc plus impressionnants que jamais, et les variations d'éclairage et d'atmosphère permettent à Westwood de diversifier agréablement le paysage désertique d'Arrakis. Attaque de paix. On est en route. Unité perdue. Comme Westwood, Cryo tentera en 2001 de renouer avec ses premiers amours en produisant Frank Herbert's Dune, un jeu d'aventure-action en 3D développé par Widescreen Games. Le jeu était basé non pas sur le film de Lynch, mais plutôt sur la série télévisée diffusée en 2000. Malgré quelques idées intéressantes, qui seront d'ailleurs reprises dans de nombreux autres jeux par la suite, comme la présence d'un speed kill, si le joueur parvient à se glisser subrepticement derrière un ennemi, le jeu n'est vraiment pas terrible. Graphiquement assez médiocre et pas très palpitant, c'est le vilain petit canard des jeux estampillés Dune. Cryo s'effondrera juste après sa sortie. D'une certaine manière, la boucle était bouclée. Cryo avait en projet un jeu plus ambitieux, baptisé Dune Generations. Il s'agissait d'un jeu de stratégie en 3D temps réel, se déroulant à la fois à la surface d'Arrakis et dans l'espace. Le jeu ne dépassa pas le stade de la démo technique. À ce jour, les jeux vidéo ne sont pas encore retournés fouler les sables brûlants d'Arrakis. On n'a pas été trop whiz au final sur le mardi là. Bon, c'est un peu décevant. Nous, on aime bien être whiz à No Life TV. TV. Quelle bonne blague. Bon, allez, je vous embrasse et je vous dis à jeudi. Whiz.